Après la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les États-Unis ont exercé une nouvelle pression en imposant un contre-blocus du détroit. Cela a de nouveau porté un coup dur au système énergétique mondial. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons tout de suite. Les États-Unis ont imposé un blocus du détroit d'Ormuz le 13 à 23h heure coréenne. Plus précisément, ils ont imposé un blocus maritime contre l'Iran. Le président Trump a déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes à la Maison-Blanche que le blocus maritime contre l'Iran par la marine américaine avait commencé à 10h précises du matin. Le blocus maritime est toujours en cours actuellement. Selon un reportage du Wall Street Journal, plus de 15 navires de guerre ont été déployés sur place pour assurer le blocus maritime. La raison pour laquelle les États-Unis ont choisi d'utiliser cette carte du blocus maritime est la suivante. La majorité des analystes considèrent cela comme un coup décisif des États-Unis. Les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, au Pakistan le 12, ont échoué en raison de divergences trop importantes. Les négociations ont échoué à cause de désaccords majeurs entre les États-Unis et l'Iran sur le contrôle du détroit d'Ormuz et l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis auraient bloqué le détroit d'Ormuz pour accentuer la pression sur l'Iran. Il semble que ce blocus du détroit d'Ormuz cherche aussi à couper totalement les financements de l'Iran, bien que d'autres blocus aient déjà eu lieu. Les navires liés à l'Iran, ainsi que ceux de la Chine et de l'Inde, circulaient librement dans la région. Mais cette fois, les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient les bloquer tous les navires ayant pour port de départ ou d'arrivée un port iranien, ce qui signifie que les navires iraniens eux-mêmes se retrouvent bloqués. Une source de financement de l'Iran a été coupée. De plus, des rapports évoquent des navires chinois livrant des armes à l'Iran. Si la marine américaine bloque cela, elle pourra empêcher l'entrée d'armes en Iran. Des pétroliers ont déjà fait demi-tour à cause du contre-blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis. 2 pétroliers chinois ont tenté de traverser le détroit, mais ont été bloqués par la marine américaine. Ces pétroliers chinois ont même essayé de traverser le détroit, avec des dispositifs de falsification du signal. Mais la marine américaine l'a remarqué et a averti. Les 2 pétroliers ont donc rebroussé chemin. L'Iran a annoncé qu'il s'opposerait à cela, et le corps des gardiens de la révolution islamique a qualifié ces actes de piraterie, affirmant disposer de nombreux moyens d'attaque, ce qui a intensifié les tensions dans le détroit d'Ormuz. De nombreux médias estiment que face au blocus américain du détroit d'Ormuz, l'Iran pourrait réagir militairement, rompre la trêve et provoquer une nouvelle guerre. L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz est dans ses eaux territoriales, mais le droit international garantit la libre circulation dans ce détroit international. Cependant, le fait que l'Iran insiste sur ses eaux territoriales est interprété comme une stratégie visant à justifier des restrictions de passage ou l'imposition de droits de passage, en se fondant sur l'inclusion de ses propres eaux territoriales. Mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Il y a aussi de bonnes nouvelles, c'est certain. On rapporte également que les États-Unis et l'Iran se préparent à une deuxième rencontre en face à face pour négocier la fin du conflit. Selon un reportage de CNN, le président Trump a fait savoir qu'il serait prêt à reprendre prochainement les négociations en face à face si l'Iran exprimait son intention d'accepter les conditions exigées par les États-Unis. Le président Trump a annoncé que la deuxième série de négociations aurait lieu avant la fin de la trêve de 2 semaines. Des discussions secrètes auraient lieu entre les États-Unis et l'Iran. À la question de savoir si d'autres pays soutiennent le blocus, le président Trump a répondu que d'autres pays le feraient, qu'ils n'avaient pas besoin d'eux, mais que ces pays avaient proposé leurs services. Il a ajouté qu'ils accepteraient cette aide, et qu'ils publieraient probablement la liste des pays soutenant cette initiative dès demain. À ce jour, aucun pays ne soutient le blocus du détroit d'Ormuz proposé par les États-Unis. La Corée du Sud s'est aussi opposée au blocus du détroit d'Ormuz. Le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Australie et d'autres pays se sont opposés au blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis, et ont affirmé la nécessité de garantir la liberté de navigation. Bien sûr, avec seulement 15 navires de guerre américains actuellement déployés au Moyen-Orient, il est impossible pour la marine américaine de bloquer complètement le détroit d'Ormuz. Pour garantir le passage des navires non iraniens, certains navires américains doivent effectuer des contrôles à bord, tandis que d'autres attendent à proximité pour prévenir toute interception iranienne. Il est difficile de contrôler tous les navires, avec seulement 15 bâtiments. Pourtant, un avertissement suffit souvent à créer un effet de blocus, comme l'a déjà montré l'Iran. Le vrai problème concerne les mines posées par l'Iran. Même si les États-Unis et l'Iran bloquèrent le détroit d'Ormuz, la circulation ne s'améliorerait pas tout de suite. Explication. L'Iran s'est posé des mines, mais il paraît qu'ils n'ont pas enregistré précisément l'emplacement de celles qu'ils ont installées. On pense qu'ils ont posé moins de 10 mines, mais tant qu'elles ne seront pas toutes éliminées, il sera impossible de rétablir une circulation fluide. Bien sûr, on rapporte que les États-Unis ont envoyé 2 destroyers pour poursuivre les travaux d'ouverture de la voie maritime dans le détroit d'Ormuz. Mais avec seulement ces 2 destroyers, il est impossible de procéder au déminage. Il faut qu'un navire de déminage vienne directement sur place. Cependant,
La capacité de déminage de la marine américaine est considérée comme nettement insuffisante, et les navires de déminage que possèdent les États-Unis ne se trouvent même pas dans la région du Moyen-Orient. Au final, il faudrait que le Japon ou un autre pays vienne effectuer les opérations de déminage, mais ces pays ont clairement exprimé qu'ils ne participeraient pas tant que la guerre ne serait pas terminée. La normalisation devrait être longue. Mais il y a plus. Voir le choix des États-Unis comme une simple pression sur l'Iran ne montre qu'une partie du problème. En réalité, un plan bien plus large se cache derrière. Il s'agit de la Chine. Actuellement, la Chine est l'un des plus grands importateurs d'énergie au monde, et, en particulier, elle dépend fortement du pétrole brut provenant du Moyen-Orient. Si le détroit d'Ormuz est déstabilisé, le cœur de l'économie chinoise sera fortement ébranlé. Les États-Unis semblent viser ce point. Ils ont mis en place une structure bloquant les exportations iraniennes et exerçant une pression sur les acheteurs, limitant les options de la Chine. La Chine doit soit accepter de payer un prix élevé pour s'approvisionner en pétrole dans d'autres régions, soit être contrainte de réduire sa propre production industrielle. Et ce n'est pas tout. On peut aussi y voir une volonté de réorganiser la chaîne d'approvisionnement. Autrefois, le flux énergétique partait du Moyen-Orient vers l'Asie. Désormais, l'axe d'approvisionnement est en train d'être réorienté de force vers les États-Unis, la mer du Nord et l'Amérique du Sud. Dans ce processus, les États-Unis peuvent accroître leur influence en tant que fournisseurs d'énergie et, en même temps, déstabiliser la chaîne d'approvisionnement existante de la Chine. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que même les pays alliés ne font pas exception. La Corée et le Japon subissent aussi ce choc. Ils deviennent eux aussi des cibles de pression de la part des États-Unis. La crise énergétique augmente la dépendance au pétrole et au GNL américain. C'est une manière de maintenir les alliances, tout en renforçant le contrôle. En réduisant les options, cela amène naturellement les pays à s'intégrer dans une structure centrée sur les États-Unis. Malgré les tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz, c'est l'Asie de l'Est qui en pâtit le plus, et non le Moyen-Orient ni les États-Unis. Apparemment, les États-Unis mettent la pression sur l'Iran, mais en réalité, ils visent surtout toute l'Asie, notamment la Chine. Même les alliés des États-Unis, comme la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, ont une structure énergétique très vulnérable et sont ébranlés dans ce processus, produisant très peu d'énergie. Un blocage des importations fragilise toute leur industrie, comme le montrent les chiffres actuels. La quantité de pétrole brut qui était destinée à l'Asie est passée brusquement de 13,4 millions de barils par jour à environ 4 millions de barils. Plus de 70% de ces volumes ont disparu, ce qui inquiète. Environ 20% du trafic énergétique mondial transite par cette zone, touchant d'abord l'Asie. Les raffineurs se livrent à une compétition acharnée, achetant agressivement du pétrole brut des États-Unis, de la mer du Nord et d'Amérique du Sud pour sécuriser leurs approvisionnements. Le problème est que ces volumes restent insuffisants. L'offre a baissé tandis que la demande s'est maintenue, voire accrue. Résultat, les prix augmentent. En réalité, sur le marché au comptant, il y a des transactions où l'on est prêt à payer n'importe quel prix, du moment qu'on peut l'emporter immédiatement. La situation est plus grave pour la Corée et le Japon. La Chine possède sa production et des chaînes terrestres avec la Russie ou l'Iran, mais si la mer est bloquée, la Corée et le Japon n'ont presque aucune autre option. En particulier, dans les industries à forte intensité énergétique comme le raffinage, la chimie ou la sidérurgie, si la hausse des prix du pétrole brut et les retards d'approvisionnement se produisent en même temps, la production elle-même est menacée. Ce n'est pas un problème à l'échelle des entreprises, mais une structure qui peut s'étendre à l'ensemble de l'économie nationale. Le plus grave, c'est que la situation empire avec le temps. Au début, les stocks aident, mais si l'approvisionnement reste bloqué, les réserves s'épuiseront. Dès lors, ce n'est plus un problème de prix, mais une lutte pour sécuriser les volumes. Europe et Asie sont déjà en concurrence sur le marché mondial. Dans ce cas, l'Asie de l'Est voit ses options se réduire de plus en plus. Il faudra soit accepter de payer des prix élevés pour sécuriser les volumes, soit résister en réduisant l'activité industrielle. Dans tous les cas, les conséquences économiques seront inévitables. Si cette tension ne se termine pas rapidement, il est fort probable que ceux qui s'effondreront en premier ne seront pas les parties directement impliquées dans la guerre, mais les pays fortement dépendants de l'énergie. Et il est clair qu'il y a aussi une forte possibilité que la Corée du Sud subisse de lourdes pertes. C'est pourquoi cette guerre doit se terminer au plus vite, sinon ce sera vraiment catastrophique. Les conséquences ne toucheront pas seulement les États, mais s'étendront rapidement à l'économie réelle et à la vie quotidienne des citoyens. On prévoit déjà une flambée des prix, et il va falloir réfléchir dès maintenant à la manière de résoudre ce problème.